Lundi 10 octobre, bienvenue à tous dans le 20h. Merci de vous informer sur RTI 1. La Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans la lutte contre la cherté de la vie. Le ministère du Commerce vient de mettre en place une brigade spéciale dénommée la Brigade de contrôle rapide. Elle est chargée d'intervenir en cas d'alerte ou de dénonciation via les réseaux sociaux ou encore le numéro vert consacré à cet effet. Le ministère de la fonction publique entre dans une semaine de concertation en vue de valider son plan stratégique 2022-2025. En première ligne, la mise en place d'une nouvelle gamme de services modernes au profit des usagers. Cohésion nationale, le ministère de la Réconciliation et le système des Nations Unies organisent un dialogue intercommunautaire à Oundoussi. Il s'agit d'œuvrer dans le sens de la consolidation de la paix suite aux affrontements fratricides qui ont causé 3 pertes en vie humaine il y a 2 mois. Et puis dans le sud-est du Nigeria, le naufrage d'un bateau a fait au moins 80 morts. Après seulement quelques minutes, le conducteur aurait perdu le contrôle de son bateau avec ses 85 passagers. Bonsoir à tous. On parle ce soir de lutte contre la vie chère. La brigade de contrôle rapide, comme son nom l'indique, est chargée d'intervenir avec diligence suite, entre autres, à des dénonciations ou encore à des alertes de consommateurs. Cette brigade fait partie d'un vaste programme de renforcement de la lutte contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Reportage. Face à la hausse des prix de certains produits et le non-respect du plafonnement des prix des denrées de grande consommation. Face à ces préoccupations des consommateurs, vous avez bien voulu autoriser, dans le cadre de la lutte contre la vie chère et de la protection des consommateurs, la création d'une brigade spéciale, dénommée Brigade de contrôle rapide, en abrégé BCR. Logée à la Direction générale du commerce intérieur, la brigade de contrôle rapide en abrégé BCR aura pour mission d'assurer une veille permanente sur les réseaux sociaux et la ligne verte du ministère en charge du commerce, d'intervenir de manière diligente en cas d'alerte ou de dénonciation, de constater et réprimer les pratiques de prix illicites. Cette brigade a bénéficié de matériel roulant et informatique pour renforcer sa capacité opérationnelle en matière de surveillance du marché et de veille concurrentielle. Un réel motif de satisfaction pour les consommateurs. Notre cri du cœur a été entendu par le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement. Réaffirmant sa gratitude au Premier ministre Patrick Achi, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, rassure les consommateurs. Lorsque nous recevons des requêtes via les réseaux sociaux ou bien à travers notre ligne verte, le 1343, pour que dans les minutes qui suivent, ce dossier ou la plainte soit immédiatement prise en charge, nous avons décidé de créer la brigade de contrôle rapide, qui est également dotée de moyens pour que nous puissions être diligents lorsque nous sommes saisis par les populations. Dans le cadre du lancement des activités du programme de renforcement de la lutte contre la vie chère, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME met à la disposition des consommateurs le numéro vert 1343 en cas d'alerte ou de dénonciation de toute pratique de prix illicite et défaut d'affichage. Dans la fonction publique également, les lignes bougent. Le ministère travaille à mettre sur pied et à valider un plan stratégique pour la période 2022-2025. L'objectif affiché est clair, la satisfaction des usagers. Grâce Kando. Amélioration constante du niveau de satisfaction des usagers clients, renforcement de la politique sociale au sein du ministère de la fonction publique et redevabilité dans la gestion de l'administration publique. Entre autres éléments contenus dans le plan stratégique 2022-2025 du ministère de la fonction publique, d'où cette rencontre qui réunit les différentes parties prenantes. Il était question d'élaborer un plan sectoriel pour le ministère de la fonction publique qui soit parfaitement aligné sur les axes stratégiques et les résultats du PND. Nous avons travaillé à utiliser des outils pour que le plan qui va être élaboré soit fait en prenant en compte toute la rigueur en matière de planification. Nous avons 3 volets.
D'abord, le premier volet, c'est la gouvernance. Le deuxième volet, c'est la fonction publique. Le troisième volet, c'est la transformation du service public. Le plan stratégique 2022-2025 de la fonction publique est suivi d'une plateforme modulaire dénommée Modernisation des processus métiers. Vous devez garder en permanence présent à l'esprit la grande ambition du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'imprimer à la gestion des affaires publiques des pratiques de bonne gouvernance qui reposent sur une planification rigoureuse des activités que vous aurez à conduire. Le plan stratégique 2022-2025 permettra d'offrir une nouvelle gamme de services modernes déconcentrés aux usagers clients de la fonction publique. Le village de Tombi, département de Bondoukou, victime dernièrement d'une forte tornade, vient de bénéficier de l'appui du gouvernement. Une ambulance, des vivres et aussi du matériel de construction afin de faciliter la reconstruction des habitations et infrastructures détruites. Herman. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté dans le village de Tambi, sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bondoukou. Les deux membres du gouvernement répondaient ainsi à une invitation pour la célébration de la fête des Lignam dans ce village. Leur présence restera dans les annales de l'histoire de ce village nafanant, car ils sont arrivés les bras chargés pour soulager la population. Le ministre d'État, Koubina Kwasi Adoumani, a offert au nom du président de la République Alassane Ouattara une ambulance médicalisée au centre de santé rural de Tambi. Avant, quand on partait dans les grandes cérémonies, les doléances étaient de nature à parler de l'électricité. Aujourd'hui, on parle peu de l'électricité parce que la plupart de nos villages sont électrifiés. Ceux qui ne le sont pas, les poteaux sont en train de venir. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, quant à elle, n'a pas caché sa joie de se retrouver sur les terres de son aîné, le ministre d'État Koubina Kwasi Adoumani, et de participer à cette fête des Lignam. Sa présence était également l'occasion pour elle d'apporter le soutien et la solidarité du gouvernement à la population suite à une tornade qui s'est abattue sur le village le 15 avril 2021 et qui a occasionné plusieurs dégâts matériels. Dans ses bras, des vivres et non-vivres composés de 2 tricycles, 20 tonnes de ciment, 100 feuilles de tôle, 100 sacs de riz, 20 cartons d'huile, 25 cartons de savon et 20 cartons de tomates en plus du numéraire. Je vous demande de continuer. Que ces liens ne se brisent pas. Ces liens d'union, de cohésion, de solidarité, en toutes ces ethnies ne se brisent pas. Que nous soyons Lobi, Koulango, Nafana, le plus important, c'est d'être de Bondoukou, c'est de venir de cette terre. Le porte-parole des populations et le député de Sorobango et de Tagadi, Krakoufi Paulin, ont exprimé leur gratitude aux 2 membres du gouvernement pour avoir effectué le déplacement. Ils se sont également réjouis des nombreuses actions de développement initiées par le président de la République Alassane Ouattara dans la région du Gontougo. Promotion de la qualité de service dans les entreprises ivoiriennes. Les Qualitas Day ont distingué cette année plusieurs entreprises nationales et aussi africaines pour leur performance. C'est la 5e édition. Il s'agit essentiellement de promouvoir la qualité et la satisfaction client. Frédéric Oulaï et Mama Traoré. C'est un groupe bancaire qui a été déclaré double lauréat du prix du leadership du système management de la qualité et Grand Prix de la performance Côte d'Ivoire 2022. D'autres entreprises ont aussi été distinguées à l'occasion de cette 5e édition des Qualitas Day. Ces 2 prix représentent et s'appuient éventuellement sur les valeurs que nous avons en interne en termes de promotion. Je parle des 4 piliers principaux de nos valeurs qui répondent justement à celui du dynamisme, de la connexion, de l'engagement et éventuellement de la force de l'engagement vis-à-vis de nos clients. Cette distinction nous renforce dans notre conviction de toujours nous améliorer. L'aéroport d'Abidjan, qui est la principale porte d'entrée du pays, doit être au point à tout point de vue. Cette 5e édition des Qualitas Day, consacrée aux normes de qualité dans le secteur pétrolier et le secteur énergétique,
a également mis un point d'honneur sur la résilience des entreprises issues des 10 secteurs. Nous nous sommes dit qu'il y a du travail qui est fait dans l'ombre et ce serait bien qu'on associe déjà cet aspect-là de manière à informer le grand public sur les efforts énormes que notre gouvernement déploie déjà pour pouvoir soulager les populations. Lors de panels, des experts ont situé les enjeux pour la Côte d'Ivoire, des normes de qualité dans le secteur pétrolier et énergétique. Tout le monde a besoin d'énergie, que ce soit pour cuisiner, que ce soit pour se déplacer, que ce soit pour tout ce qu'on doit faire, on a besoin d'énergie. Donc c'est vraiment assez important en termes d'enjeux pour un pays de garantir que toutes les entreprises et toutes les parties prenantes impliquées dans ce secteur respectent les normes de qualité nationale. Cette 5e édition des Qualitas Day a pour innovation la distinction des entreprises étrangères opérant en Côte d'Ivoire dont les expertises reposent sur la sécurité, la santé au travail et le respect des normes environnementales. Dans l'actualité sanitaire, voyons le point de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire pour aujourd'hui, 10 octobre. Le ministère de la Santé enregistre 10 nouveaux cas de Covid-19 sur 278 échantillons prélevés, 14 guéris et 0 décès. En termes de vaccination, 19 787 678 doses ont été administrées du 1er mars 2021 au 9 octobre 2022. Le ministère de la Santé rappelle que la vaccination est gratuite et volontaire. Le village de Lélébé, à 10 km de Tabo, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire, vient de bénéficier de plusieurs infrastructures de développement, notamment une unité de production d'Atiéké pour un coût de plus de 20 millions de francs CFA. Patricia Omouetia. Dans la continuité de sa politique de proximité avec la population, le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa, Pierre Dimba, par ailleurs ministre de la Santé, a effectué une tournée dans le département de Tabo. Au programme, plusieurs activités de développement, notamment l'inauguration de l'unité de production d'Atiéké offerte par le président du conseil régional aux femmes du village. Au départ, on n'y croyait pas. Mais quand on a vu les machines qui sont arrivées pour la première fois pour déblayer le coin et qu'on a vu la première pierre, depuis, nous sommes avec lui, nous avons recensé les femmes, il y a les apprenantes, il y a des fabricants d'Atiéké et nous avons mis toute une chaîne en place. L'installation du président de la mutuelle pour le développement du village de Lélébé a fait suite à l'inauguration de l'unité de production de l'Atiéké d'une valeur de 20 millions de francs CFA. L'unité a une production journalière de 700 paniers de 48 kg, soit 33,6 tonnes d'Atiéké par jour. Le village de Lélébé est le premier à être doté d'une telle infrastructure dans le département de Tabo. Nous avons formé ces femmes à la gestion de la coopérative et nous avons des fonds qui sont donc mis en place pour leur permettre non seulement pour celles qui veulent créer des champs de manioc le faire, mais également permettre à la coopérative donc de travailler et permettre à certaines d'entre elles donc, de vendre le manioc, l'Atiéké ou l'Atiéké déshydraté donc, sur les marchés au niveau national et international. Le président du conseil régional de l'Agné-Bitsiassa a clôturé son séjour par une visite de chantier du dispensaire et de la maternité, ainsi que de la pose de la première pierre du collège modèle de Lélébé. Comment rendre la filière palmier à huile plus compétitive? L'unité de coordination du projet des chaînes de valeur ouvre une enquête afin d'identifier les contraintes et surtout de proposer des solutions pour une filière plus compétitive, productive et créatrice d'emplois. Hamza Diaby. La transparence dans le mécanisme de fixation des prix. Motivation pour la certification et la question du financement de la réhabilitation des pistes d'accès aux plantations. Ce sont entre autres des recommandations qui ressortent des 2 jours de réflexion à Divo entre les acteurs de la filière palmier à huile et les experts du projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique, le PC7. Tous ces acteurs s'inscrivent parfaitement dans la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour une création de valeur ajoutée toujours plus grande en Côte d'Ivoire, et cela dans le but d'augmenter les revenus
pour les producteurs, mais aussi les autres acteurs de la chaîne de valeur du palmier à huile. Le PC7, projet financé par la Banque mondiale, est mis en œuvre par une unité de coordination rattachée au cabinet du Premier ministre. Il vise à améliorer l'accès au financement et la compétitivité des chaînes de valeur de l'EVA, du palmier à huile, de l'ananas, de la mangue, du karité et du textile et habillement en vue de la commercialisation de produits à forte valeur ajoutée. Nous avons également échangé avec les acteurs de ce que nous pourrions faire en termes de partenariat avec des pays qui initialement étaient venus s'inspirer du modèle ivoirien et puis aujourd'hui qui ont connu une certaine diversification. Des échanges salués par les acteurs de la filière palmier à huile qui attendent la mise en œuvre des recommandations. Sur tout ce que je pensais, on a débattu. On a débattu et vraiment sincèrement, ça a été pris en compte. Mais je prie Dieu qu'au niveau du gouvernement, puisse prendre ça en compte. Nous, les producteurs, là, ils arrivent à nous satisfaire. Au-delà de tout ce que nous sommes en train de faire, que la mise en œuvre se fasse aussi rapidement. Parce que vous savez que chaque jour que Dieu fait, des choses évoluent. 2 millions de tonnes de régime de palme proviennent annuellement des quelques 290 000 hectares de plantations. La Côte d'Ivoire enregistre plus de 500 000 tonnes d'huile de palme brute. Au vu de ces résultats, le pays occupe la 2e place sur le continent africain et la 8e au plan mondial. À Mbérié, dans le département d'Agboville, un nouveau chef a été installé. Cette occasion solennelle a été saisie par le ministre des Eaux et Forêts pour impliquer toutes les forces vives dans la politique nationale de reboisement, à travers notamment des actions de planting d'arbres. Franck Wadio. Mbérié, sud-ivoirien, la quiétude du village troublée par une cérémonie particulière. Cette localité du pays avait un nouveau chef, Nana Kofi Abi. Le raffia au pied et le port des attributs de la chefferie, le nouveau guide est installé par les autorités administratives. Des cadres fils du village heureux car cette action marque le signe de la cohésion, Mbérié longtemps miné par les conflits internes. Pour le développement du village, maintenant nous sommes dans la cohésion sociale. Parce qu'une fois qu'il y a la cohésion sociale, la paix, en tout cas, il n'y a rien de tel. Le nouveau chef, salué par le parrain, le ministre des Eaux et Forêts, soutenu par le ministre Demba Pierre, président du conseil régional de la Nibi-Tiassa et représenté par son directeur de cabinet. L'occasion est propice. Laurent Tchagba convie tout ce beau monde à quelques encablures du village pour un planting et l'action a du sens. On a profité du fait qu'on vient introniser un chef, faire le planting d'arbres. C'est avec les parents qu'on a l'espace pour pouvoir le faire. Mais ils sont de plus en plus réticents compte tenu du fait que reboiser, ils ne voient pas ce qu'ils gagnent dedans. Donc nous les sensibilisons à accepter de reboiser avec nous pour qu'on puisse atteindre l'objectif de 2030. Et dans le prolongement de l'initiative, une rencontre prochaine à Yamoussoukro pour rencontrer le Gotha des têtes couronnées. L'atteinte des objectifs de reboisement que s'est fixé la Côte d'Ivoire avant 2030 en marche donc et il intègre l'implication de toutes les forces vives. Et nous quittons le département d'Agboville pour Yamoussoukro. Le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, membre du présidium du RHDP, et a rencontré les secrétaires départementaux du parti pour Thiébissou. L'avis du RHDP ainsi que les futures échéances électorales ont été au centre de tous les échanges. Kader Sogodego. Les 2 secrétaires départementaux du Rassemblement des Oufouettis pour la démocratie et la paix, RHDP de Thiébissou, nouvellement investis, sont aux côtés du président du Sénat. Une rencontre à laquelle prend part le personnel politique du parti dans ce département. Jeannot Ahoussou-Kouadio veut contribuer à une bonne implantation du RHDP à Thiébissou. Avec votre investiture, nous devons rentrer de plein pied dans la stratégie d'implantation du parti dans le département de Thiébissou. Aujourd'hui, je parle des gens de Thiébissou. L'exercice que je fais, je vais le faire département par département. La vie du parti, les futures échéances électorales, les stratégies d'occupation du terrain. Jeannot Ahoussou-Kouadio
galvanise la base pour le rayonnement du RHDP. Tous épousent la vision. Après avoir écouté le président du Sénat, nous allons nous mettre sur le terrain pour préparer les élections à venir, le recensement électoral. Il vient de nous mettre en mission. À l'investiture, le président avait donné déjà cette feuille de route. Parce que tous les cadres encadrent, accompagnent les secrétaires départementaux. Et c'est de son rôle, son droit, en tant que leader de la région, de faire cette tournée. Un don de 3 millions de francs CFA. Jeannot Aoussou-Kouadio a également invité les secrétaires départementaux du RHDP de Tibissou et leur personnel à œuvrer au quotidien, aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, à l'essor de la Côte d'Ivoire. À Ndouci, suite aux récentes frictions, le système des Nations Unies et le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale ont initié un dialogue intercommunautaire. Il s'agit de prévenir pareille situation et renforcer la cohésion sociale. Pour rappel, il y a tout juste 2 mois, des affrontements fratricides y avaient causé 3 morts et d'énormes dégâts matériels. 3 jours d'échange pour comprendre et adresser les mots qui perturbent la quiétude sociale depuis un certain temps à Ndouci, situé à quelques encablures de Tiassalé, c'est dans la région de la Niébi-Tiassa. Le directeur général de la cohésion nationale revient sur le mode opératoire. Vous serez répartis en 4 groupes. Pour plus d'efficacité dans la réflexion, un questionnaire est soumis à votre groupe. Ces questionnaires sont libellés ainsi. Quels sont les problèmes qui minent ou peuvent miner la cohésion sociale à Ndouci? Quelles solutions durables peuvent permettre de remédier à ces problèmes? Quels engagements pouvez-vous prendre vous-même pour mettre en œuvre ces solutions? Et pour soutenir vos engagements, quelles recommandations pouvez-vous formuler? Ces jeunes reconnaissent leur part de responsabilité dans les derniers affrontements à Ndouci. Des affrontements qui ont fait au moins 3 pertes en vie humaine, des commerces et domiciles incendiés. C'est la jeunesse qui était au front, donc la jeunesse a sa part de responsabilité. Donc je pense que c'est le moment de pouvoir arranger les choses. Donc les jeunes sont déterminés vraiment pour faire tout pour ne plus que cette situation arrive encore en Ndouci. Le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, en partenariat avec le système des Nations Unies, sollicite la franche collaboration de tous les leaders pour un retour définitif de la paix dans cette cité cosmopolite. Cette cohabitation pacifique mérite d'être préservée à tout prix à travers nos efforts et vos efforts inlassables. Ce dialogue intercommunautaire va vous donner l'opportunité d'échanger selon une méthodologie testée qui a fait ses preuves dans d'autres localités. Mais qui vous a renseigné ces temps-ci que pour un oui ou pour un non, on prend fusil? Pour un oui ou pour un non, on prend le feu, on va brûler, on prend machette. Ça vient d'où? Ça, c'est pas ivoirien. Si j'ai déplacé le système des Nations Unies jusqu'ici aujourd'hui, c'est parce que je veux mettre un terme à ça. Quand vous avez fini de discuter, donnez-moi les résultats. Moi, je vais voir le président de la République et dire, à Ndouci, je crois que voici les problèmes qu'il y a. Si on fait ça, si on fait ça, si on fait ça, on va trouver une solution définitivement. C'est dans le secret espoir de ne plus jamais entendre parler de remous social à Ndouci que le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a ouvert ce lundi les travaux de ce dialogue intercommunautaire à la sous-préfecture de Ndouci. Action de solidarité au profit des élèves de Minignan, zone nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le ministre du Travail et de la Protection sociale, Maître Adama Kamara, a remis des manuels scolaires et des prises en charge des frais d'examen pour les classes de CM2, 3e et terminale. De nombreux enfants se sont aussi vus établir des extraits d'actes de naissance. Soro Corona. 6564 écoliers des classes de CM1 et CM2, élèves des 4e et 3e, des premières et terminales, abordent cette rentrée scolaire avec beaucoup de sérénité. Ces apprenants de la région du Foulon reçoivent des manuels scolaires pour élever le niveau de l'éducation. Un don du ministre Adama Kamara. Pour les élus locaux de Minignan, ce geste vient soulager les parents d'élèves qui sont confrontés à des difficultés financières en ces débuts d'année scolaire. La famille éducative a aussi traduit sa reconnaissance au ministre Adama Kamara pour ce don. Ces ouvrages sont indispensables pour la réussite des apprenants. Monsieur le ministre,
Ce don est aussi le prolongement de la politique gouvernementale en matière d'éducation nationale, dont le paradigme est la gratuité de l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Tout en exhortant les cadres du district d'Idinguili à s'impliquer dans la scolarisation pour accroître le capital humain, le ministre Adama Kamara a pris des engagements. Vous et moi, nous devons être les relais pour parler à nos parents. La première chose que nous devons obtenir de nos parents, c'est la scolarisation de nos enfants. J'ai aussi accepté de faire des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance pour certains de nos enfants. J'ai accepté aussi de faire les cartes nationales d'identité pour certains de nos enfants qui, en terminale, n'ont pas de carte d'identité, alors que la carte nationale d'identité est une des pièces exigées pour passer le baccalauréat. Dans le district autonome du Dinguili, ce sont plus de 19 000 manuels scolaires qui ont été distribués par le ministre, 13 000 pour le Kabadougou et 6 000 pour le Folon. Dans le domaine des médias, c'est la rentrée radiophonique pour Radio Côte d'Ivoire. Sa nouvelle grille des programmes a été lancée ce lundi. On annonce des programmes relookés, réaménagés et l'entrée de nouvelles émissions dans la grille de Radio Côte d'Ivoire. Serge Pacom Didi et Didier Nguessan. On a aussi le cancer du col de l'utérus et le cancer peut toucher tous les organes humains. L'animatrice Bintou Sanogo sensibilise les auditeurs de Radio Côte d'Ivoire sur les méthodes de prévention pour la lutte contre le cancer du sein. L'émission Santé plurielle fait partie des programmes relookés et réaménagés de la nouvelle grille des programmes de Radio Côte d'Ivoire. La santé est notre bien le plus précieux. C'est justement le slogan de cette émission. Donc du lundi au jeudi. Les auditeurs sont servis autant au niveau de l'information du sport que des productions. Réunis au sein d'une association, ils ne boudent pas leur plaisir. La parole est à vous. Ça, c'est très important. Tout le monde entend. La radio parle même de la sensibilisation aussi sur le cancer du sein. Mireille Akédié et Rachingé Sankwasi, de grands noms de cette radio déjà à pied d'œuvre pour le bonheur des auditeurs de Radio Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5 heures à bord ses nouveaux habits pour le bonheur de nos auditeurs bien sûr qui sont nos priorités. Au niveau de l'information, il y a de grandes émissions, les grandes émissions débat. On a plusieurs émissions. Vous avez Stade Connexion qui est de 15h à 18h le samedi. Le dimanche, également Stade Connexion. On a le Grand Mike chaque 11h. Et puis, on a la matinale. Mais coiffé dans tout ça par une émission phare le soir, Vérité des sports. De nouveaux programmes font leur entrée dans cette grille. Sans détour, la marche des champions, forum de la presse, une émission de débat pour décrypter l'actualité nationale et internationale avec des journalistes de toute obédience politique. Le salon de Radio Côte d'Ivoire pour permettre aux autorités de présenter leurs programmes de société en faveur des populations. Des programmes conçus pour une grande proximité avec les populations. La grande matinale de Radio Côte d'Ivoire, de 5h à 9h. Et nous nous sommes fait appeler cette année le Cocorico des Ivoiriens. Si nous avons quelques modifications, 2 émissions phares de cette grande matinale, la parole est à vous et c'est pas normal. La mère des radios en Côte d'Ivoire, aussi disponible en ligne avec des émissions en replay. Le digital sera beaucoup plus développé. Et l'application mobile de Radio Côte d'Ivoire va également fonctionner. Radio Côte d'Ivoire, c'est aussi des émissions de divertissement comme le Big Show, ça cartonne plus. Et un grand événement sportif que Radio Côte d'Ivoire ne va pas manquer de relayer, la prochaine CAN. Le président du COCAN donc 2023 est en immersion au Qatar. François Albert Hamichia est allé s'imprégner de l'expérience qatari dans les secteurs clés de l'organisation et il souhaite surtout établir un partenariat entre les 2 comités d'organisation. Samuel Metch. Au Qatar, le président du COCAN 2023, François Albert Hamichia, et ses collaborateurs, le conseiller spécial Jacques Anouma, le directeur exécutif Moumouni Silla et le chef de département polyvalent Youssouf Diarra ont été reçus en audience successivement par Nasser El Khater, le CEO de la Coupe du Monde Qatar 2022, et par son Excellence Sheikh Ahmad bin Khalifa bin Ahmed Al Thani, président de la Fédération qatari de football.
Les échanges ont porté globalement sur les pistes de collaboration entre les deux comités d'organisation. La délégation ivoirienne a reçu quelques explications sur le modèle d'organisation qatari, sur les questions d'innovation, le marketing et les droits commerciaux, la billetterie et la communication. Ces autorités qataries se sont engagées à apporter leur soutien au COCAN 2023 dans sa mission d'organiser la plus belle Coupe d'Afrique des Nations. Entre les deux audiences, la délégation du COCAN a visité le musée du football du Qatar qui retrace l'histoire du football au Qatar depuis 1940. Poursuivant son agenda, la mission a visité Al Rayyan Stadium, l'un des 8 stades dédiés à la compétition d'une capacité de près de 45 000 places, dont les travaux sont achevés à 100%. La délégation a ainsi pu découvrir les loges VVIP, VIP et grand public, la salle de massage, la salle de contrôle, la salle presse et le tunnel d'accès à la pelouse. Dans le sud-est du Nigeria, le naufrage d'un bateau a fait au moins 80 morts. Après seulement quelques minutes, le conducteur aurait perdu le contrôle de son bateau avec ses 85 passagers. Entraîné par le courant, l'embarcation s'est écrasée contre un pont qui était à moitié recouvert par les eaux. Le président nigérian a présenté toutes ses condoléances aux familles endeuillées dans cette zone déjà très affectée par des inondations après des semaines de pluie torrentielle. Et puis au Tchad, il a été investi président de la transition pour une période de 2 années. Mahama Idriss Déby Itno a pris ce lundi ses fonctions de président. Selon lui, cette période de transition doit conduire à la consolidation de la démocratie et elle se terminera par des élections transparentes suivies du retour à l'ordre constitutionnel. Le nouveau président tchadien d'ajouter que dans les prochains jours, un gouvernement d'union nationale sera mis en place. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Herman Guivet. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à demain.